Salut à tous. Salut. Bon, alors, petit retour et analyse pronostic de l'UFC 292. Vous êtes sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, c'est Rolly. Tu sais, le mec qui va trop loin. C'est bon, au moins pour une fois qu'on le dit. Tu vois, donc fin des vacances, on va revenir sur un rythme régulier sur les podcasts. Là, on va faire donc cette analyse pronostic de Aljamain Sterling versus Sean O'Malley. Et après, on fera le podcast d'actu à la fin de la semaine. Comme d'habitude, on va revenir sur le podcast hebdomadaire. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Hein, je le dis maintenant, comme ça, je suis sûr d'y penser. Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. De toute façon, on doit faire. D'ailleurs, on a une question qui nous a été posée sur Boucher-Chat et son combat. Donc voilà, ça en est déjà une. On va voir ça. Mais c'est pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est de parler de cette UFC 292. Donc on va s'attarder que sur ce combat-là, faute de temps, parce qu'il y a Weili Zhang qui défend sa ceinture aussi en common event. À la base, on ne devait même pas le faire celui-là. Ah non, c'est à la base on devait le faire très très en avance. Après, comme on l'a pas fait très très en avance, on ne devait plus le faire. On ne devait plus le faire du tout, et puis si on l'a fait. Et puis finalement, on l'a fait. On est en train de le faire. Donc voilà, ce combat aura lieu dans la nuit, donc le week-end prochain, dans la nuit du 19 au 20 août à la TD Garden. Et c'est pour la ceinture des poids coqs. Donc avec l'ascension fulgurante de Sean O'Malley, qui a stagné pendant longtemps et qui maintenant a été propulsé, donc testé déjà face à Petr Yan. Et maintenant, voilà, il est propulsé sur le titre. On sent que voilà, c'est le moment. Ils ont voulu le lancer. Ils pensent peut-être que c'est la personne qui fera tomber Sterling. On va essayer de déterminer, de savoir si c'est possible ou pas, parce que Sterling c'est quand même quelque chose. C'est un des combattants les plus sous-cotés de tout l'UFC, et pourtant il défend sa ceinture depuis un moment maintenant contre des cadors, hein, que ce soit Petr Yan, que ce soit Cerudo, que ce soit pas mal de monde comme ça. Au-delà d'être sous-coté, je pense qu'il est surtout détesté par l'organisation, par pas mal de fans, mais par l'organisation aussi, en fait. Tu sens que Dana White, il veut le faire tomber. Il veut le faire tomber. D'ailleurs, Sterling, il voulait pas faire le combat maintenant. Il avait demandé un délai parce qu'il était blessé, et il n'a pas été accordé ce délai. Hein. Ouais, je voulais en parler dans des à côté. Ouais, je sais. On y reviendra. Ouais, je sais, mais j'avais envie de le dire maintenant. Mais ouais, non, dans les à côté, il faut qu'on en parle de ça parce que c'est le gros point, c'est le gros side de ce combat-là, c'est ça. C'est justement la fréquence des combats de Sterling. Bon, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le tail of the tape. Donc avec Aljamain Sterling, on va commencer par le champion. Donc c'est 1m70 pour une allonge d'1m80,3. C'est 23 victoires, 3 KO, 8 soumissions, 11 décisions et 1 other, justement contre Petr Yan avec le coup de genou illégal de Petr Yan. C'est là d'ailleurs que commencent un petit peu aussi les gens qui détestent Sterling au niveau des fans. Parce qu'ils estiment qu'il a surjoué quand il a pris ce coup de genou, alors qu'après il est parti danser en boîte de nuit. Il a gagné. L'autre n'avait qu'à pas faire l'erreur. Et 3 défaites, 1 KO, 2 décisions. Quant à O'Malley, c'est 1m80, donc plus grand, mais par contre une allonge qui est plus grande, mais pas trop non plus, c'est 1m82,9 cm. 16 victoires, 11 KO. Donc 16 victoires, 11 KO. Bon après, voilà, comme on a dit, hein, ils l'ont propulsé là, mais jusque-là, il n'avait pas affronté non plus des ténors de la KT. 11 KO, une soumission, 4 décisions. Et il a une défaite par KO, c'était contre Marlon Vera, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, après, c'était aussi par... je sais pas si tu te rappelles, mais il avait pris un calf kick où il a le pied qui se bloque complètement. Oui. Donc il a la jambe morte en fait. Ouais. On va en reparler de ça d'ailleurs, de ce fameux calf kick, parce que justement c'est un blueprint que tout le monde essaie de suivre aujourd'hui en fait avec justement O'Malley, dans le sens où tout le monde se dit si ça a marché une fois, ça marchera pour tout le monde, parce que il est fragile, parce qu'il a des jambes fines, parce que il sait pas checker les low kicks. Ça a changé depuis, on en parlera. Mais et puis surtout, tout le monde ne frappe pas comme Marlon Vera. Aussi, tout simplement. Donc, on va commencer par la boxe et on va commencer par Sterling. Donc Sterling, il va y avoir de la redite parce qu'on vous l'a dit, il combat avec une fréquence extraordinaire. C'est un de ceux qui défend le plus sa ceinture dans une année.
Donc forcément, on l'a déjà analysé 1 milliard de fois et son style ne change pas non plus du tout au tout d'un combat à l'autre. Donc il y aura de la redite pour les habituels. Si vous nous découvrez, eh ben, ça va être pour vous une première pour cette analyse de ce combattant sur son niveau boxe, lutte et sol. Donc lui, déjà, ce qu'on peut dire, c'est une boxe qui est en volume et qui est typique du MMA. Donc ça, souvent on le dit, il y a les boxeurs qui ont une boxe parce que ils ont soit un passé dans la boxe. On peut parler d'Adesanya, on peut parler de Pereira, on peut parler de ce genre de personnes qui ont une boxe propre académique. Enfin, propre académique. Quand on voit Adesanya, il a quand même une boxe qui s'est adaptée au MMA quand même. Mais on sent l'empreinte, on sent la précision dans sa boxe. On sait que voilà, tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a roulé sa boxe. C'est des strikers de base. Voilà, ils ont roulé leur boss dans la boxe justement, et donc on voit des schémas et une codification de leur boxe. Et on a la boxe typique MMA qui est une boxe en fait qui est beaucoup plus ouverte, avec une garde beaucoup plus ouverte, avec des changements de niveau, avec une boxe qui est adaptée à la lutte souvent. C'est vraiment une boxe qui est mise en place pour le MMA, pour tous les aspects du MMA. C'est-à-dire vraiment on peut anticiper n'importe quoi avec cette boxe typée MMA. Il y a beaucoup de changements de garde, il y a beaucoup de changements de niveau, il y a beaucoup de changements de direction. On prend Aljamain Sterling, c'est vraiment ça. Il est constamment en train de changer de garde, il est constamment en train de bouger, il est constamment en train de brouiller les pistes en fait. C'est des feintes, mais c'est des feintes qui sont pas faites comme ferait un Adesanya par exemple, mais des feintes qui sont faites ou comme ferait un O'Malley, qui a une excellente boxe lui pour le coup. Et c'est des feintes qui sont plus dans le mouvement en fait. C'est plus l'ensemble du corps qui fait des changements de direction, des changements d'aspect et qui vient masquer en fait ce que va faire Sterling, que ce soit en partant en boxe, soit en shootant dans les jambes en fait tout simplement. C'est ça. C'est très difficile à lire. Ouais. Il est très complet. Il est bon dans les deux gardes et il utilise très bien sa main avant. Donc ça c'est quelque chose. Comme il a énormément d'allonge. Parce que bon, effectivement, O'Malley a un peu plus d'allonge, mais quand on voit 1m70 et 1m80 d'allonge, on sait que dans la catégorie, il fait partie de ceux qui ont les plus longs segments. Donc, il en joue beaucoup. Et donc son bras avant, comme je disais, sa main avant, est une arme pour lui, puisqu'il l'utilise beaucoup avec ses jabs. Jabs qu'il sait mettre d'ailleurs dans les deux gardes. Ouais. Voilà, il est aussi efficace dans les deux gardes. Alors, quand il est en droitier, en fait, quand il est en droitier, il utilise pour jabber, gifler ou chasser la main arrière de l'adversaire quand il se protège. Donc vraiment, il utilise en fait le fait d'être en garde miroir, d'être face à face, c'est-à-dire avec la main arrière qui est face à sa main avant, pour l'enlever. Et c'est quelque chose qui est utilisé régulièrement, mais souvent c'est la main avant qu'on va baisser. Lui, c'est la main arrière qui va aller chercher, puisque justement, il a cette allonge qui lui permet d'aller chercher la main arrière et de créer des ouvertures après derrière pour pouvoir venir frapper avec son poing arrière. Quand il vient gifler de la même manière, c'est aussi pour chasser, entre guillemets, la garde. Donc, c'est vraiment ça. Il jab, il chasse. C'est vraiment, il utilise parfaitement cette main avant, cette main gauche quand il est en droitier. Quand il est en gaucher, c'est assez différent. C'est juste pour garder la distance en fait et contenir l'adversaire. Et d'ailleurs, je remarque un truc là en disant ça, c'est que en fait les deux, que ce soit O'Malley ou lui, ont cette faculté de jabber des deux mains, mais ils l'utilisent pas du tout de la même manière et c'est pas du tout le même type de dégâts quand il change de garde. C'est-à-dire que là, voilà, un Sterling, quand il va changer de garde, ça va être vraiment pour maintenir de la distance. Là où O'Malley, lui, ça va être pour détruire quand il va changer de garde. Quand il va jabber avec son poing avant, quand c'est le poing droit, ça va être pour faire mal. Vraiment. Donc c'est marrant parce qu'on en parlera au moment d'O'Malley, mais il y a vraiment une similitude dans le fait de pouvoir jabber les deux mains. Mais par contre, il y a une vraie différence dans le fait de l'efficacité du jab, de faire du dégât. Mais ça. De toute façon, on est sur Sterling, donc autant le dire tout de suite, Sterling, il a de la mousse dans les gants. Ouais. C'est pas du tout. C'est pour ça qu'il met autant de volume d'ailleurs. De toute façon, c'est très souvent le cas. Les mecs qui ont un énorme volume, c'est pas des punchers. On le voit avec les frères Diaz, on voit avec tous ces mecs qui ont un style avec beaucoup de rythme. Voilà, ils font pas forcément de dégâts sur une frappe. C'est sur la répétition. Et même au-delà de ça, lui, c'est surtout pour brouiller les pistes pour la lutte.
C'est uniquement pour ça. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il a aussi donc de très bonnes jambes. Ça, pour le coup, c'est vraiment une de ses forces. Qu'il sait varier, dont il a un très bon front kick. Donc ça, c'est bien aussi. Bah, c'est toujours avec les personnes qui ont des longs segments. Et c'est marrant parce qu'on va retrouver vraiment des similitudes dans les deux combattants. C'est que il a ce front kick qui permet de garder de la distance avec l'adversaire et de créer du dégât aussi parce que bah, ça use de choper ses frappes au corps constamment à répétition. Donc il les utilise très bien. Il les a beaucoup d'ailleurs, ça a beaucoup gêné Petroyan, qui a vraiment un déficit d'allonge par rapport à lui. Donc c'était une arme qu'il avait bien utilisée contre Petroyan et qu'il a très bien utilisée aussi contre Cerudo, puisque pareil, déficit d'allonge pour Cerudo. En plus, c'est quelqu'un qui explose vraiment vers l'avant. Donc ce front kick permet de vraiment temporiser l'adversaire et le garder à la bonne distance. Et c'est lui qui décide après de quand il pourra casser cette distance. Il a aussi un bon low kick, mais qui pour moi, il n'exploite pas suffisamment. Non. Ouais, Après, je suis d'accord. Il a un bon low kick. De toute façon, même son middle, hein. Quand il envoie, ça claque. Hein. Ah ouais. Mais pour moi, il l'utilise pas suffisamment. Bon, après, c'est un low kick qui est un peu. Il shoot dans un ballon, quoi. Il est pas propre, mais il touche, du fait de son allonge. Finalement, c'est ce qui se fait en MMA. Hein. Ouais. Maintenant, tu shootes tout droit. Hein. Ouais. Ouais. Mais il l'exploite pas suffisamment. Et je pense qu'il l'exploite pas parce qu'il préfère justement pouvoir avoir ses armes en ligne droite, tu sais, ses armes directes plutôt que des armes courbes, puisque quand il envoie après derrière, il peut repartir. Enfin, tu sais, c'est plus facile de partir en lutte quand on voit une arme en ligne plutôt que quand on voit une arme circulaire, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, comme il a beaucoup d'allonge, il utilise aussi très bien ses genoux et ses coudes, parce que tout simplement, il est dans une distance classique pour ses adversaires, entre guillemets. Il est dans la distance de ses adversaires quand il envoie les genoux et les coudes. À la manière d'un Jones, des fois, au lieu d'envoyer le jab, il envoie carrément un coup de coude. Et il touche. Ouais, et il touche. Et comme il est très osseux et ça se voit, à mon avis, quand tu prends son coude ou quand tu prends son genou, je pense que ça fait plus de dégâts quand tu prends justement son poing ou son pied. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis il n'a pas peur de partir sur des coups de genou sautés. Il est tellement à l'aise en fait au sol et aussi dans sa lutte que c'est ça qui libère aussi sa boxe. C'est pour ça qu'il est très varié sur sa boxe, qu'il a pas de mal à l'envoyer, qu'il a pas de mal à sauter en fait sur ses adversaires. Même contre Cerudo, tu vois, à un moment il envoie un gros coup de genou sauté, bien esquivé, bien géré par Cerudo, mais par contre, c'est pas mal de voir ça. Il a tellement de cardio en fait qu'il peut se permettre aussi d'envoyer ce type de frappe à répétition parce qu'il sait sa barre d'énergie elle va pas descendre. Ah ouais, il a un sacré physique. Pour le rythme qu'il met, franchement, même si la fin du combat en général c'est compliqué, tu vois, c'est normal. Tout le monde finalement sur 5 rounds. Mais avec le rythme qu'il met, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Une grosse force qu'il a, c'est qu'il prend pas énormément de coups. Il a cette faculté à avoir un bon coup d'œil, à esquiver pas mal, aussi, enfin, à cause de ses déplacements en fait. C'est qu'il est, il est dur à lire. Donc en fait, t'es là, t'es toujours à contretemps. Même s'il se fait toucher, c'est souvent en bout de course parce qu'il ressort très bien. Et puis de toute façon, dès qu'il va être acculé en boxe, il va partir en lutte. Donc non, il arrive à finaliser ses combats sans être finalement marqué. Il est pas plus marqué que ça. On voit d'ailleurs, il a qu'une défaite par KO sur ses 3 défaites. Ça en dit long de toute façon sur le nombre de combats qu'il a. Et franchement, effectivement, il est bien là-dessus. C'est une très grosse force pour lui. Mais je pense que t'as tellement du mal à lâcher ta boxe. Parce que le mec, il shoot tellement. Finalement, en fait, c'est ça. Hein. Dès qu'il va devoir t'installer en boxe, il va shooter. Il va shooter dans les jambes. C'est grave compliqué d'installer sa boxe sereinement. Au-delà de sa défense, hein, qui est une bonne défense, des bons footwork, des mouvements en plus qui sont durs à cerner. Tu sais, on parle souvent de mecs qui analysent. Un mec comme Peter Yan, c'est des premiers rounds qui prend des infos et qui, comme un ordinateur. Mais finalement, sur un mec comme Sterling, tu peux rien prévoir. Ouais, non, je suis d'accord, mais tu vois, même un Petroyan, justement, qui a une boxe de fou et qui a pas peur de partir dans la lutte aussi, hein, parce qu'il a une excellente lutte aussi.
même s'il l'exploite pas suffisamment, enfin pas tout le temps parce qu'il préfère boxer. Mais même en fin de combat contre Petr Yan, il n'est pas plus touché que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on avait fait l'analyse de Sterling contre Yan 2, je voyais Sterling et toi aussi, hein, mais Sterling gagner parce que justement, il n'y avait pas assez de dégâts causés par Petr Yan. Tu vois, que je le voyais gagner à la décision potentiellement. Ouais. Donc ouais, non, même un striker d'élite comme Petr Yan, qui lui, pour le coup, a une boxe académique, même lui n'a pas réussi forcément à créer du dégât. J'ai même l'impression que des fois, il a plus été touché par Cerudo que par Petr Yan. Parce que crainte de la lutte. Je pense aussi, ouais. Bon, il touche quand même Yann. Mais Ouais, pareil, comme tu dis, en bout de course. Ouais, je parle dans le deuxième combat. Hein. Je parle dans le deuxième combat, pas dans le premier, mais ouais. Après, il envoie beaucoup de coups de pied circulaires. Donc, bon, il donne son dos et de coups de poing, coups de pied circulaires. Ça donne le dos, mais bon, après, contre O'Malley, c'est pas lui qui va rentrer, en fait, qui va rentrer pour prendre le dos directement à partir de ça. Il va pas le chercher à le lutter. Par contre, il a un très bon coup d'œil pour éviter ce type de frappe, O'Malley. Bon, on va faire une transition de toute façon, puisque je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Ouais, c'est pas quelque chose qui le gêne énormément. Parce que justement, il en rigole. Je sais pas si tu vois à chaque fois dans les combats, quand les mecs envoient des coups de poing retournés ou des coups de pied retournés, ou lui après derrière, il danse. Tu sais, il se retourne comme une danseuse, tu sais. Donc c'est quelque chose, il a un sacré coup d'œil. Donc ça lui pose pas de problème. Pour la boxe d'O'Malley, moi déjà, la première chose que j'ai dit, c'est une boxe relâchée, précise et mesurée. C'est vraiment ça. Le mec est serein, le mec est détendu, il est dans son domaine. Tu sens que il peut toucher son adversaire comme il le veut et quand il le veut, quelle que soit en fait la distance, quelle que soit l'arme qu'il va utiliser. Et lui, pour le coup, il n'envoie pas de volume, pas plus que ça, mais il a un punch de fou. Pas un punch de fou. Pour la catégorie, on va dire. Parce que c'est pas non plus les poids lourds où il va atteindre quelqu'un. Mais 11 KO sur 16 combats, c'est ça 16 victoires, 13 victoires. Je sais pas, mais ouais, 11 KO. Il est ultra précis. En fait, tu sens que chaque frappe, elle est lourde. Il a vraiment la mécanique de frappe parfaite, en fait. Ouais. Ah ouais. Et quelle que soit l'arme, même si ses poings sont plus dévastateurs que ses jambes, mais tu sens que même quand il envoie une jambe, tu sens que ça fait mal. Il est autant à l'aise dans une garde que dans l'autre. Et dans les deux gardes, on le disait tout à l'heure, lui aussi, il utilise très bien son jab. Par contre, c'est pas du tout la même chose. Quand il va être en droitier, son jab, en fait, il trace le chemin de la main droite. C'est-à-dire qu'il va doubler son jab, par exemple. Soit il met un gauche-droite, ou il va doubler le jab et il va envoyer la droite derrière. Son point le plus puissant, c'est son point arrière. Et c'est son point arrière, pas que quand il est point arrière, justement, parce que à l'inverse, quand il envoie son jab et qu'il est en gaucher, là, on sent que le jab cherche vraiment à causer du dégât. Il envoie avec tout le corps, il explose pour donner le jab. Et là où il va pas mettre plus de 2 jabs avec son point gauche, quand il va envoyer avec son point droit, il peut le doubler, tripler, quadrupler. Ça lui pose pas de problème. Et tu sens que il est tellement propre, son jab, que même quand il en envoie 4, les 4 ont de la puissance. Tu vois, les 4 sont lourds. Alors, pas autant que quand il envoie le premier avec une intention vraiment de toucher dur, mais tu sens quand même que ça touche et ça pénètre fort. En plus, comme il a souvent aussi plus d'allonge que ses adversaires, il est dans le même cas que Sterling, forcément, avec cette arme-là, il a la capacité de tenir en respect n'importe quel de ses adversaires, même face à Petr Yan. Contre Petr Yan, il lui envoie ses jabs et les jabs, ils passent. Ils passent vraiment. Après, Petr Yan, il a le style pour les encaisser aussi. De toute façon, lui, c'est main haute et voilà, donc c'est pas comparable. Ouais, c'est ça. Ouais. Main ouverte, main très haute et il regarde vraiment entre ses bras parce que l'erreur qu'on fait avec la garde, alors c'est surtout avec les gants de boxe, les gros gants de boxe, mais avec les gants de MMA, c'est un peu moins vrai parce qu'ils sont moins gros. Mais l'erreur, c'est de venir masquer sa vue avec les gants. Et quand tu viens de la boxe pied-point comme Petr Yan, souvent tu viens chercher en fait le sommet du front, en fait, tout simplement, parce que quand tu fermes, en fait, tu vois entre tes bras, t'es pas masqué par les gants. Et il a gardé, c'est marrant parce qu'il a conservé ça, mais avec les gants de MMA. C'est-à-dire là où il pourrait être vraiment main ouverte ici, non, il va vraiment toucher son front, mettre sa main à plat sur le front pour pouvoir toujours voir entre ses avant-bras. Et c'est bien parce que tu masques bien, tu peux bien bloquer,
mais à la fois, tu vois toujours ton adversaire, les yeux bien ouverts. Quand on parle d'yeux bien ouverts, quand on parle d'O'Malley, c'est complètement ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois qu'il ne quitte jamais son adversaire des yeux. On en a déjà parlé. C'est quelque chose qui se travaille, mais qui est surtout inné, hein. C'est comme le punch, hein. C'est comme ça. C'est soit tu as peur des frappes, soit tu n'as pas peur des frappes. Et tu as des gens qui n'ont jamais eu peur des frappes. Et tu sens qu'O'Malley, c'est son cas. Pour le coup, il est là, les yeux bien ouverts. Il ne cligne même pas des yeux, tu sais. Et il est très bon sur ses esquives. Ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc qu'il faut voir. C'est que même dos à la cage, quand il est acculé, en général, poup, il passe en dessous d'un crochet, il passe en dessous d'un direct et il s'en va et il Ça, s'échappe. c'est ce que j'ai noté. Défensivement, il a un coup d'œil de ouf. Ah ouais. Bah, de toute façon, comme offensivement, mais défensivement, c'est vrai que pour le toucher plein pot au visage, les rares fois où il se fait toucher là contre Yann, c'est quand il s'emballe, tu vois, quand lui le touche et Oui. qu'il se précipite un peu et qu'il se fait contrer. Mais sinon, quand Yann attaque, il voit tout venir. Tout. Tout venir. Ah non, c'est impressionnant. Toujours C'est le petit vraiment retrait de impressionnant. buste qu'il faut, toujours, quand il est touché, c'est vraiment en bout de course. Et tu sens en plus de ça, il a un sacré menton. Ça se voit parce qu'il en prend des bonnes et il bronche pas. Mm. Donc, en plus d'avoir un sacré menton, il a des esquives de fou. Donc, c'est compliqué de le toucher debout. De lui Ouais, faire mal, ouais. en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et avec quelqu'un qui a de la mousse dans les gants, ça sera encore plus compliqué. La chose qui fait aussi qu'il est aussi efficace sur ses frappes et sur sa boxe, c'est qu'il va te feinter, mais pas feinter n'importe comment. À chaque fois, il fait des appels. 1, 2, tu vois, et après il démarre. Il va faire un appel, 1, 2 appels, tu sais, comme s'il allait démarrer, et finalement, en fait, tu sais pas quand est-ce qu'il va partir. Et quand il part, c'est trop tard. En fait, il t'a surpris parce que quand il fait son appel, il le fait tellement bien en ayant ce mouvement de buste vers l'avant que la personne est déjà en train de se défendre. Et quand elle va relâcher sa défense, c'est là où elle va prendre la frappe. Donc c'est vraiment ça, c'est super ce qu'il fait. Moi j'adore. La boxe d'O'Malley, je la kiffe. Le seul Moi truc aussi. qui m'énerve dans tout ça, même si je kiffe sa boxe, c'est quand il veut faire un one punch walkout, tu sais, où tu Ouais, sais, il vient, il veut il met te un coup de coucher sur une poing, frappe. c'est ça, et puis après il se retourne. Il l'avait fait contre Almeida, je crois, si je me dis pas de bêtises, où il le fait une première fois et en fait il se dit putain, bah non, l'arbitre n'a pas arrêté, mais c'est normal parce qu'il était pas KO, tu vois, il était tombé mais il était pas KO. Et la deuxième fois il le fait, l'arbitre n'arrête toujours pas, et là par contre il met un gros marteau et là l'arbitre arrête. Mais à la fois, tu sais, quand j'ai revu le combat, parce que j'ai revu ses combats, lui pour le coup, je l'ai regardé, je regardais 2 ou 3 fois les combats. Tu vois, en plus, comme il met des KO, tu vois, ça va plus vite. Et je me dis, c'est pas con de faire ça. Je sais pourquoi, parce que l'arbitre, finalement, a arrêté peut-être plus tôt qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait pas fait ça. Tu vois, surtout sur le deuxième, où il en met qu'un seul et l'arbitre, il arrête, genre, ouais, bon, c'est mort. Alors qu'en vrai, il était encore là. Enfin, tu vois, il le prend dur et tout ça. Mais je suis sûr que même lui, tu sais, même l'adversaire, il a été surpris, genre, ah ouais, c'est vrai, je suis mort. Enfin, Ouais, c'est je vrai. sais pas, tu sais, Ouais, ouais. ça met une espèce comment dire, de situation En un peu fait, malaisante en où fait, tu sais ça, pas comment le prendre, quoi. ça offre une porte de sortie à ton adversaire. En vrai. Parce que Ouais, quand tu te rues sur lui, il a pas d'autre choix que de se défendre. Tu vois, par instinct de survie, de toute façon, il va attraper tes jambes et tout. Alors que là, même si, là, s'il en veut plus, tu vois, il te voit partir, il va faire le mec, vas-y, je reste au sol. Il peut faire ça. mais là, c'est ce qui s'est passé un peu, hein. Tu sais, t'es dans un espèce de flou comme ça, où même l'arbitre, tu sais que tu sens que oui, j'y vais pas, et puis finalement, il y va, quoi. Donc c'est marrant, c'est marrant. Mais ça m'agace. Mais ça m'agace parce que c'est pas respecter ton adversaire. Tu vois, c'est vraiment genre, c'est pas comme comment il s'appelle Oh, putain, Mark Hunt. Comme un Mark Hunt qui, lui, quand il en mettait un, en fait, il pouvait se retourner parce que tu savais pertinemment que l'adversaire, en fait, il ne pouvait plus se relever avant 3 jours. Tu vois, c'est ça la différence. Tu vois, le mec était à moitié décédé. Ou que si, par exemple, Ngannou faisait ça, tu vois, Ngannou, il avait peut-être pas forcément toujours l'obligation de mettre 3 marteaux histoire de planter le clou. Il Tu a vois, le raison. clou du cercueil. Il a raison. Ngannou, c'est quand même le seul mec que ma femme dit un jour il va tuer quelqu'un dans la cage. Tu sais, quand il a fait Miocic 2, elle a dit je veux pas voir ça parce qu'il va le tuer. Et donc ouais. Mais par contre, lui, bah, il a du punch, mais pas au point de pouvoir faire ça. Tu vois, il a besoin quand même de suivre. C'est-à-dire qu'il va faire tomber l'adversaire, mais derrière, il faut qu'il suive. Tu Je suis vois. d'accord.
Je suis d'accord. Souvent, tout le monde le compare à Connor un peu, dans le Ouais, style. Pour moi, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. Mais tu vois, un Connor, pour moi, il a plus de punch. je suis d'accord. Il a beaucoup plus de punch. Connor, c'est vraiment le pur contreur pour moi. Il est, en termes de contre, c'est ce qui se fait de mieux. Et souvent, O'Malley, il se place dans cette situation, tu vois, de contre. Alors que pour moi, je le trouve meilleur quand il initie le mouvement. Quand il initie, Ouais, quand il avance, il est ultra fort. Et ouais, je suis d'accord. tu le vois contre Yann, hein. Quand il décide de passer la marche avant, il le déborde de ouf, même debout. Ah oui, oui, Il le clairement, déborde complètement. clairement. Ouais, c'est pour ça. Et comme il a des déplacements de fou, dès que tu vas venir et que tu vas essayer de le chasser, en plus, au lieu de contrer, tu vois, ce qu'il fait très bien, lui, c'est de se déplacer et de sortir par les angles. Tu vois, c'est vraiment ça. Il a un footwork de malade. Et il sait parfaitement gérer le fait de reculer. Tu sais, parce que même s'il arrive dos à la cage, comme on l'a dit tout à l'heure, hop, il descend avec son coup d'œil, hop, il descend et il s'en va. Il s'échappe et il reprend le centre de la cage. Donc, non, non, il est parfait là-dessus. En règle générale, il privilégie les coups en direct du fait de sa plus longue allonge. Hein, encore une fois, on en est là. Hein. Et surtout avec son front kick typé Mike Guerry, tu sais, qui Qui bat vers le remonte, haut. Ouais. c'est ça. Donc qui stoppe un petit peu les lutteurs parce que forcément, bah, quand tu le prends, bah, forcément, tu sais, tu te dis si je le prends dans la bouche au moment où je descends, je vais le sentir passer. Et en plus de ça, il le met vraiment très bas. Il le met limite au-dessus de la ceinture, tu sais. Et ce qui fait qu'il y a même plusieurs combattants qui se plaignent de le prendre, de prendre le coup dans les parties, alors que au final, c'est pas forcément vrai. Tu sais, quand tu regardes le ralenti, tu vois que le bol du pied vient vraiment, en fait, toucher sous le nombril et encore plus bas, quoi. Vraiment, limite à la ligne de hanche, mais tu sais, dans le vraiment bas-ventre de chez Ouais, dans la bas-ventre. vessie, quoi. Dans la vessie, ouais, exactement, dans la vessie. Et je pense que ça doit faire mal et ça doit t'user de prendre ce front kick-là. Surtout que derrière, en plus, il a la faculté de l'envoyer et de repartir sur un coup de pied retourné dans la foulée. Il a des transitions sur ses coups de pied qui sont extraordinaires. Vraiment. C'est vraiment magnifique de voir ça. Là, on a vu d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la petite vidéo d'entraînement où il est à la patte d'ours, où il Si. envoie justement ce front kick, coup de pied retourné, et après, coup de pied retourné dans la foulée avec la même jambe. Si. Bah, tu vois, là, sur ce point-là, c'est proche de Connor de la grande époque. Parce que ça, faut pas oublier, mais il a complètement perdu, McGregor, mais il faisait beaucoup, ça. Il avait Bien des sûr. kicks de ouf. Mm. D'ailleurs, qui camouflait sa boxe. Mais, mais ouais, au niveau des kicks, franchement, il est impressionnant, O'Malley. Ouais. Et ce coup de pied retourné, d'ailleurs, qu'il envoie aussi use, parce que, bon, il en envoie au visage, coup de pied retourné classique, mais sinon, il le coupe en side, tu sais, à la fin, pour venir avec le talon au niveau du corps aussi, où il va chercher un petit peu le foie et tout, ou la rate de l'autre côté. Enfin, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait. Son coup de pied retourné, il est d'une précision et d'une vitesse. En fait, c'est la rapidité de son coup de pied retourné qui m'impressionne. Tu sens que tu peux pas le prendre dans le contre. Tu sais, tu peux pas venir le coller quand il l'envoie. Comme ça a été le cas Shevchenko contre Ouais. Grasso. C'est Grasso, ouais. Tu sens que c'est pas possible. Quand il part, c'est déjà trop tard. En fait, tes yeux n'ont pas le temps de le voir, quoi. Il est déjà sur toi, quoi. Le pied est déjà sur toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait très bien. Donc, on a déjà parlé de son coup d'œil. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le truc, alors on en parlait tout à l'heure, c'est du blueprint. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, tout le monde a cru que comme Marlon Vera avait réussi à l'outstriker grâce à ses low kicks, tu sens que tout le monde En veut lui fait, mettre des low kicks. il y a pas eu que Vera. Je sais plus quel combat aussi où ça lui arrive, mais avant Vera, il y avait déjà eu un problème au niveau de sa jambe. Oui, je m'en souviens, mais c'est surtout celui-là où, tu sais, où les mecs se disent, ouais, c'est bon, on sait qu'on peut, si je frappe comme une mule dessus, je sais que je vais le faire tomber ou je vais lui annihiler sa jambe, donc il pourra plus boxer correctement. Tu vois, Pedro Munoz, il a essayé un maximum de fois de le shooter fort, tu sais. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est plus la solution. Parce qu'il a appris à les gérer. Les calf kicks, soit il fait un retrait de jambe, soit il le check, mais dans tous les cas, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il ne fait pas que les checker. Parce que si tu fais que les checker, tu peux quand même. C'est quand même une frappe que tu encaisses. Donc, ça peut te faire mal au fur et à mesure du temps. Mais on l'a vu à Adesanya contre Pereira.
il les check, mais pourtant, au bout d'un moment, sa jambe, elle est morte dans le premier combat. Tu vois. Ouais. Non, mais surtout que le fait que le pied se bloque, c'est une chance. Enfin, c'est limite un coup de chance, tu vois. Tu peux pas l'anticiper, ça. Faut que le nerf se coince, tu vois. Ça veut dire que c'est même arrivé à Cerudo contre Demetrius Johnson. Oui. Au début du combat, il prend un calf kick, le nerf se coince, tu vois. Et après, bon, il galère un peu à se remettre, mais ça revient dans le combat. Mais tu peux pas baser une stratégie sur ça. C'est pas possible. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Mais c'est pareil que Poirier contre Conor. Tu vois, c'est pareil. Voilà. Mais on base pas une stratégie sur ça, mais tu sens qu'ils ont tellement peu d'armes contre lui en boxe qu'ils se disent, ouais, c'est ça. Faut que je l'annihile, faut que je lui casse la jambe. Et, et c'est une erreur pour moi parce que tu te concentres tellement là-dessus. Il a tellement cette faculté maintenant à faire un retrait de pied. Enfin, tu sais, où il vient et juste un petit retrait, hop, il laisse passer le low kick. Et derrière, il vient et il t'allume. Il t'allume sur un gauche-droite. Il t'allume sur son jab. Il t'allume sur ce que tu veux derrière. Parce que, en fait, t'es pris dans ton mouvement. Lui, il te laisse passer. Donc, t'es encore dans le mouvement. T'as pas encore remis ta base, ta structure. Et lui, derrière, il vient de cueillir. Donc, c'est, en fait, d'une faiblesse, il en a fait une force. Ouais, d'une faiblesse qui ne l'était pas spécialement en vrai, hein. Mais le fait que tout le monde se focalise sur ça, oui, pour lui, c'est cadeau. Pour un mec aussi précis que lui, quand vous envoyez le low kick, il sait exactement où vos têtes se trouvent. Ouais. Donc c'est cadeau pour lui. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de sa boxe. Sa boxe, elle est super complète, elle est super belle à voir, franchement. J'adore ça et j'espère qu'on n'aura pas que du shoot en lutte, bon, même si c'est à peu près la stratégie que va faire Sterling, je pense. Mais en tout cas, ouais, j'espère qu'il y aura des échanges parce que je veux voir s'il arrive à toucher plus Sterling par rapport aux autres adversaires de Sterling. Tu vois ce que je veux dire? S'il arrive à trouver les clés pour le toucher. Et aussi si son footwork sera suffisamment bon pour stopper la lutte de Sterling. En tout cas, la minimiser. Ouais. Donc, parce que c'est ça, moi, ma grande interrogation. Hein. On en parle là, avec Rolly depuis un moment. On parle du pronostic. Pour toi, c'est net. On en parlera tout à l'heure. Pour moi, j'ai quand même un peu plus de mal. Je sais pas. Ça reste du MMA et ça reste un combat complet. Et ce qu'il a fait à tout le monde ne veut pas dire forcément. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, c'est ce combat à pronostiquer. Pour moi, c'est un peu une galère. C'est un peu une galère. Alors, tout le monde me dira, ouais, non, c'est facile. Comme tous les combats finalement. Non, t'as des combats, c'est plus clair. Après, t'as raison ou t'as tort, mais tu sais, sur le papier, c'est plus clair. Tu vois, tout peut arriver. Moi là, chacun a ses armes, tu vois. Donc, je sais pas. J'attends de voir. Pour ce combat, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Non, l'avantage en boxe, il est pour O'Malley. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour O'Malley, clairement même. Mais Oui. vraiment clairement. Ah non, clairement. Donc, Clairement, ça ne veut pas dire que Sterling ne va pas le toucher. Je pense qu'il va le toucher. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. En fait, tout va dépendre de l'état d'esprit d'O'Malley. S'il craint ou pas la lutte et s'il tente le tout pour le tout debout, tu vois. Je pense que ça serait d'ailleurs la meilleure chose à faire pour lui. Faut pas qu'il craigne la lutte. S'il craint la lutte, il va se brider en boxe. S'il se bride en boxe, c'est foutu. mais je crois pas qu'il va craindre la lutte de Sterling. On va en parler, Ouais. mais je crois pas qu'il va craindre la lutte de Sterling. Enfin, tu vois, je vois pas pourquoi il craindrait la lutte de Sterling. Elle est très bonne. Moi, Tu je vois. vois pourquoi. Non, mais je vois pourquoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a quand même il a des armes défensives. Il a beaucoup d'armes défensives. Eh ben, on passe à la lutte. Et ben, on passe à la lutte. Et quelle transition, mon cher Rolly. Donc, en lutte, Sterling, il shoot surtout en single. Il se sert de ses longs bras et de son allonge pour venir saisir la jambe. Et parce qu'il sait en fait très bien suivre derrière. C'est-à-dire qu'il sait que quand il prend le single, une des défenses les plus courantes, c'est de venir c'est de donner le dos, c'est de se retourner et pour mettre le genou vers l'avant. En fait, tu viens, tu te retournes, tu fais dos à ton adversaire, tu mets un coup de genou vers l'avant, ce qui fait échapper ta jambe et derrière tu prends de la distance. Sauf que derrière lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient de ceinturer et puis après dans l'action, il va venir, il va te ramener au sol et puis il va te prendre le dos comme il a l'habitude de faire. Donc c'est sa grosse force. Depuis son opération, du coup, on sent qu'il peut lâcher full blast sa lutte, là où il avait un peu plus de retenue contre Petroyan dans le premier combat. Premier combat, ouais. Bah, il avait une hernie cervicale, je crois. C'est ça.
Il avait une hernie cervicale, ce qui faisait que dès qu'il commençait à lutter un petit peu trop, il ressentait qu'il pouvait plus en fait lutter parce que fourmillement, parce que douleur, parce que blocage, parce que tout ce que tu veux. Alors que c'est un lutteur universitaire à la base. Hein. Et donc là maintenant, on le voit, on l'a vu hein, de toute façon contre Petroyan 2. Qui combat encore en lutte actuellement, qui fait des compètes de lutte. Ah oui, il fait des compètes de lutte encore. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça et je crois même que c'est sûrement un des seuls mecs de l'UFC qui est encore compétiteur en lutte. Hein. C'est pour ça que franchement, pour moi, il a une lutte de ouf. Tu le sens. Je sens qu'à chaque combat, il prend confiance sur sa lutte. Bah déjà, quand tu as réussi à lutter contre Cerudo, tu peux que être en confiance. C'est-à-dire que contre Cerudo, quand même, il a fait jeu presque égal. Alors, Cerudo était meilleur, bien sûr, parce que lutteur olympique, parce que meilleur lutteur de l'UFC, enfin, à voir avec Bonicol, faut voir. Mais par contre, voilà, c'est le mec est champion olympique de lutte. Et t'as un mec, alors ça reste du MMA, donc c'est encore différent, mais il est champion olympique de lutte et Cerudo a réussi à gérer de la lutte contre lui. Sterling, ce que je disais, oui. a réussi à gérer en lutte contre lui, que ça soit défensivement, mais même offensivement. Offensivement, il a été jusqu'au dos de Cerudo sur du contrôle lutte à la cage. Ouais. C'est ouf, c'est juste ouf. Non, en termes de lutte, il a une lutte de malade. Et pourtant, c'est très simple ce qu'il fait. C'est très simple. C'est pas énormément c'est pas varié ce que voilà. C'est single, double. Je remonte en bodylock si ça foire. Je ceinture, je prends le dos. Enfin, c'est toujours le même schéma. Mais jusqu'à présent, personne n'a été en mesure de le contrer. Et parce que malheureusement pour les combattants, c'est que avec le temps, la défense à mettre en place a été le fait de donner le dos. Tu sais, d'arriver à la cage et de donner le dos. Enfin, il y a beaucoup de situations où le combattant donne le dos. Sauf que le problème, c'est que lui, c'est ce qu'il attend. Il a construit tout son jeu là-dessus. C'est-à-dire que derrière, après, il vient te prendre le dos. On en avait parlé dans l'analyse avec Cerudo. Cerudo, justement, lui, il donne pas le dos dans ses défenses. Ouais. Sur le single, il met le whizzer, il replace sa tête, etc. Tout à fait. Ça ne l'a pas empêché d'arriver dans son dos. Oui, mais sur une autre phase. La différence, c'est que là, il a été provoqué le dos. Tu vois, c'est pas effectivement Cerudo qui a donné le dos, mais il a été provoqué le dos. Tu sais, dans le sens où, dans sa pression, dans son placement, il a profité d'un moment où il a pu rentrer sa jambe en crochet, tu sais, de l'extérieur intérieur, comme ça, pour ensuite pouvoir l'amener jusqu'au sol et lui prendre le dos. Il n'a pas réussi à lui prendre le dos. Ça joue à la dernière seconde, mais tu vois Cerudo qui arrive quand même à sortir ses jambes. Mais après ça, il a réussi une seule fois. Après Cerudo, il ne l'a plus jamais laissé. Plus jamais. Justement, il est revenu dans son basique, whizzer. Il revient chercher son avant-bras, il pousse la tête. Tu sais, où vraiment, il est dans le truc de venir et de garder de la distance et faire en sorte que justement, il ne puisse jamais le ceinturer assez fort pour pouvoir justement lui prendre le dos. Donc, ça a été une erreur à un moment, mais c'est tout. C'est la seule fois qu'il l'a faite. Et encore, ça a été vraiment provoqué par Sterling. Donc ouais. Mais en tout cas, la moindre erreur, ça sera capitalisé. C'est sûr. Oui, je suis d'accord. C'est là où je suis d'accord avec toi, par contre. C'est que la moindre erreur sera capitalisée. Et en plus de ça, il sait être opportuniste sur sa lutte. C'est-à-dire qu'il peut te faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire tu vas lui saisir une jambe en single leg, il va partir sur un ciseau. Tu vois, il peut partir sur ce genre de choses. Il est tellement à l'aise. En fait, c'est pas seulement un lutteur. C'est ça le truc. C'est que c'est un excellent jiu-jitsuka. Bien sûr. Donc c'est une grosse force pour un lutteur. C'est-à-dire que même s'il loupe son amené, et Dieu sait qu'il en loupe beaucoup, même s'il se retrouve sur le dos, il s'en fout en fait. Ouais. Il s'en fout parce qu'il a un sol extraordinaire aussi. On en parlera tout à l'heure, mais il a un excellent sol. C'est tout, on a fait le tour, enfin je pense, parce que comme tu as dit, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que c'est pas non plus une lutte très variée, mais par contre, c'est un peu comme Bruce Lee ce qu'il disait, tu vois, il faut que tu fasses un mouvement 1000 fois et tu vas le maîtriser, par contre si tu fais 1000 mouvements une fois, tu le maîtrises pas. Bah lui, tu sens que voilà, il est là, il répète constamment la même chose et il a masterisé cette chose. Demian Maia.
Demian Maia, par exemple. Et quand tu sais, en Single plus, leg et prise de dos. ouais, quand tu sais qu'il s'entraîne avec Dvalishvili, qui est son super pote et sur lequel ils sont ils sont dans la même KT, dans la même salle de MMA, et que tu vois que c'est un mec qui lui aussi a une lutte de fou avec un cardio illimité et qui peut te shooter sur 5x5 sans problème. Derrière, quand tu as connu ça, tout est simple. Tout est simple. Et tu peux tenir le rythme sur 50. Ouais, ouais. Julie, là, c'est chaud. Hein. Ouais. Oh, le combat qu'il a fait contre Yann. Je sais plus combien de fois il a shooté, mais bah, c'est Il le a battu un record. record. Ouais. Incroyable. Ouais, je suis d'accord. Monsieur O'Malley, lui, pour le coup, il est très proactif sur les défenses. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, en fait. C'est que vraiment, il attend pas d'être dans la sauce pour justement défendre. Il va défendre, il va être proactif. Euh, donc, du fait de ses grandes jambes, justement, il se fait souvent saisir les kicks, tu vois. Et quand il se fait saisir les kicks, il a tendance, en fait, à tout de suite échapper sa jambe, à faire sortir sa jambe. C'est-à-dire que il va faire un peu comme les sorties de clé de cheville. Oui. C'est-à-dire il va ramener le talon vers l'intérieur et il va échapper la jambe. En plus, comme il a des grands bras, il peut très bien te pousser en même temps. J'avais Et vu ça en Muay Thai. oui, Ils font beaucoup ouais. ça en Muay Thai. Mais c'est typique justement de la boxe. C'est pour ça que lui, tu sais que de toute façon, c'est vraiment un boxeur, tu vois. Et le truc, c'est que, comment dire, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parle d'armes contre Petrovian, qu'est-ce que je raconte, contre Sterling. Lui, tu vois, même s'il se fait saisir en single leg, tu sens que sa solution n'est pas forcément de donner le dos. En fait, quel que soit le niveau de combat, il donne pas forcément le dos. Il va pas réagir comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il va te pousser, il va créer de la distance et il va sortir sa jambe. Et puis derrière, son footwork fait qu'il va pouvoir s'exfiltrer et repartir sur sa boxe. Parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que quand il arrive à repousser et sortir sa jambe, il se met pas dans les conditions pour qu'il y ait une lutte en enchaînement derrière. Tu vois, il va tout de suite, il va partir. Il va partir avec brio. Tu vois, il va vraiment arriver à s'échapper directement sur les angles. Et c'est là où je me dis que ça peut être un contre Mais, à Sterling, au mais schéma de Sterling. contre qui il a fait ça? On est d'accord. On est d'accord. Contre qui, effectivement, il n'a pas affronté les meilleurs. Mais bon, tu prends Petroyan quand même. Petroyan, on a Parce que vu qu'il on peut avait se un très baser bon que niveau de lutte. on peut se baser que sur ça finalement. Ouais, Contre qui là? Ouais, bah, Petroyan, il l'a jeté en l'air. pas toujours, mais pas toujours. Non, ça n'a pas été si clair que ça. Hein. Il a eu quand même des bonnes défenses contre Petroyan. Ça a souvent été à la cage et il gère. Il gère. Parce une autre chose qu'il fait, c'est qu'il se sert très bien en fait de ses longs bras, tu sais, pour ses défenses. C'est-à-dire que quand il est à la cage, il va rentrer sa main, tu sais, son bras entre les deux jambes de l'adversaire pour essayer ensuite de mettre un petit coup de hanche pour essayer de revenir en face et faire en sorte que l'adversaire ne suive pas. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. La deuxième, quand il est ceinturé dans le dos, ce qu'il fait, c'est que pareil, il se sert de son long bras où il vient poser la main sur le genou, bras tendu. Tu sais, pour déjà éviter de prendre des coups dans un premier temps. Parce qu'on sait en plus que Sterling, quand il est dans cette position-là, il envoie énormément ses genoux. On l'a vu ne serait-ce que contre que Cerudo, où il martèle les côtes de Cerudo avec ses genoux. Donc il évite ça. Et c'est surtout, tant qu'il garde la jambe à distance comme ça, tu peux plus vraiment crocheter pour venir justement prendre le dos. Tu vois? Et derrière, dès qu'il a l'opportunité, il essaie de revenir en face. Et même si jamais ça suit, derrière, c'est ce qu'il a fait avec Yann, il va partir sur une roulade avant, sur un scramble, et il s'échappe et c'est parti. Ouais, cette sortie était pas mal. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas chuté. Bien sûr qu'il a chuté. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand il chute, il donne pas le dos. C'est-à-dire que là où beaucoup essaieraient de se remettre à genoux, de se remettre debout et tout ça pour partir, lui, il accepte le sol. Il accepte de prendre une garde et il défend très bien sa garde. Et derrière, hop, dès qu'il peut repartir, petit up kick et il se relève. Bon, là, j'anticipe un peu sur la partie du sol. Mais c'est ce qui se passe. Tu vois? Parce que Yann, il a pas un jeu qui le mène au dos de toute façon. Il y a ça aussi. Il y a de ça. Mais il y a aussi le fait, je pense, que dans sa défense, il accepte volontiers en fait d'être lui sur le dos, en fait. Ah Tu oui, vois ce non, que je veux dire? clairement. Ah, mais ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr il est à l'aise. Il est à l'aise en garde papillon, il est à l'aise en garde fermée. Donc oui, ça le dérange pas. Maintenant, là, je suis pas sûr que ce soit la solution contre quelqu'un comme Sterling, mais bon, en tout cas, pour en rester sur la lutte, défensivement, pour moi, il fait ce qu'il faut. Tu vois, il fait ce qu'il faut contre des mecs moyens, même des bons mecs. Maintenant, contre l'élite comme Sterling, je suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose en lutte. Même contre Dvalishvili, là, je suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose pour contrer ça, tu vois. Il va sûrement défendre des takedowns, c'est sûr. De toute façon, la stat de Sterling, je crois ouais, il a 20% de réussite. Tu vois, c'est très peu, 20%. C'est Ouais. parce qu'il shoot à répétition. Mais il va sûrement en défendre, c'est sûr. Maintenant, quand ça y est, quand il va chuter, je suis pas sûr qu'il puisse se relever. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. En C'est-à-dire fait, que comme je pense que même au-delà de la technique, je pense qu'en force de préhension, dans le corps à corps, je pense qu'il y a un écart physique. Et c'est pour ça que Yann, une fois qu'il est au bodylock, il l'arrache tellement facilement. Donc je pense qu'un Sterling, physiquement, il va jouer avec lui. c'est possible. On l'a dit tout à l'heure, Sterling, en termes de physique, il est impressionnant. Non, non, mais après, je suis d'accord. Moi, l'avantage, je le donne à Sterling hein, en lutte, forcément. Tu peux pas faire l'inverse. Mais ce que je me dis, c'est que effectivement, c'est-à-dire que il y a les défenses de lutte proactive comme il fait, il y a les défenses qu'il fait en réaction aussi qui sont plutôt pas mal. Il y a le fait que justement Sterling n'ait pas un ratio extraordinaire, effectivement, tu sais, dans les amener, comme tu dis. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que il faut quand même lui mettre la main dessus. Et son footwork et sa boxe seront un vrai. En fait, finalement, sa première défense, c'est sa boxe. C'est ses déplacements, c'est ses frappes, c'est ses front kicks en remontant, c'est tout ça, en fait. C'est-à-dire que si tu leur fais faire un combat de lutte, il est mort. Il est mort dans le film. Mais c'est du MMA. Et comme c'est du MMA, faut pas oublier ces aspects-là. Les aspects où, justement, il a de quoi faire en sorte de ne pas être ciblé facilement. Tu vois? Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il aura des moyens de défense. Maintenant, moi, je parle du moment où il a la main sur lui. Pour moi, c'est foutu. En lutte pure, c'est foutu. Ouais. Non, non, mais ça, par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, offensivement, ça sert à rien d'en parler parce que je le quoique il est Bah, il sait suffisamment shooter, hein, fou, il est pour shooter. suffisamment fou pour shooter sur Et il le Sterling. fait bien. Et il le Et fait bien. Sa lutte, elle est pas dégueulasse, hein. t'as vu Elle est pas dégueulasse. je crois que je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je crois que c'est un duck under qu'il fait sur. Sur Petroyan. Ouais, quand il feinte, il repasse en dessous le bras et Ouais. Yann, du coup, il se prôle, il se retrouve dans son dos. Bon, après la suite, il se relève tout de suite. Il se met à quatre Ouais. pattes justement sur les mains, comme on en parle souvent. Il se met sur les mains, Oui. sur les pieds et puis il se relève. Mais, euh, mais ouais, c'était surprenant en fait. Ah oui, non, mais il est éclair. Et comme, justement, comme tu as peur de sa boxe, de la même manière, comme tu crois qu'il va rentrer en boxe, quand il part dans les jambes, il part avec une grosse fluidité parce que c'est ça le truc, c'est qu'il a une souplesse et une explosivité qui lui permettent de faire ça. Et sa lutte, elle est pas dégueulasse. Vraiment. Et je l'ai vu même quand j'ai regardé ses combats au quintet, tu vois, quand j'ai regardé tous ces trucs-là, il est pas dégueulasse en lutte. Non, il n'est pas dégueulasse en lutte. Ouais. Il est, comment dire, je pense que même au sol et en lutte, au même titre que sa boxe, il a un petit truc. Tu vois, il peut avoir un écart Hmm. de génie C'est dans tous les ça. domaines. Parce que c'est un mec comme ça. Maintenant, je pense pas que dans ce combat, ça ait une importance, tu vois, sa lutte offensive. Je le vois pas amener Non. Sterling. Jamais de la Non, vie. non, non, non. Non, il peut peut-être le faire une fois comme il a fait contre Petroyan, parce que finalement, il n'y a eu qu'une attaque, hein, C'est ça. histoire de sortir d'une situation ou histoire de faire un peu de changement dans la continuité, tu vois, histoire de lui faire dire, voilà, tu vois, je peux t'emmener aussi ou je peux moi aussi aller titiller sur ce domaine-là Hmm. pour mieux pouvoir le boxer derrière, tu vois. Non, non, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais oui. Mais après, pour ce combat, effectivement, Sterling, tous les jours. En lutte Avantage pure, lutte. Ah oui, ah oui, clairement. eh oui. Le sol de Sterling. Donc, c'est son domaine, hein, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un lutteur, c'est aussi un excellent grappleur, excellent jiu-jitsu-ka, jiu-jitsu, pardon.
Je crois qu'il vient de la Renzo, qui s'est entraîné à la Renzo, donc très bon dans tous les aspects, que ça soit de l'étranglement arrière comme c'est sa spécialité, mais aussi des clés de jambes ou clés de talon ou n'importe quoi. Il sait le faire. Il est dangereux, il est opportuniste. En fait, c'est vraiment le type de grappleur qui va aller chercher la soumission, qui a l'instinct de la soumission. On le dit souvent, on prend un Dustin Poirier par exemple. Il attaque beaucoup de soumissions, mais son ratio est dégueulasse. Il est pas bon du tout dans les soumissions. Bon, il nous a fait mentir avec Chandler où il a réussi à l'étrangler, mais bon, c'est pas non plus sa force. Mais par contre, lui Sterling, quand il sent que ça vient, qu'il a l'opportunité, il va la saisir et il va la saisir correctement. Tu sais, c'est marrant, c'est comme les mecs qui ont le punch en boxe, qui peuvent mettre KO, tu vois, c'est un don. Et ben les soumissions, c'est un peu pareil. Tu peux les bosser, mais il y a des mecs, ils ont l'instinct de la soumission. Ouais. Et ça veut dire pas une soumission, ils peuvent tout attaquer. Ils ont le truc. Que ce soit de l'étranglement, clé de cheville, clé de bras, c'est des finisseurs. Ouais. Bah, contre Staman, tu sais, il avait fait attends, c'était quelle soumission? Je sais il avait fait une soumission de fou, parce que c'était pas un Suloef stretch Si. qu'il avait fait contre Staman. Donc c'est des soumissions qui sortent de l'ordinaire aussi. Alors Suloef stretch, c'est quand tu as le dos de l'adversaire et que tu viens prendre sa jambe et que tu viens en fait la replier contre lui. Donc ça fait une espèce de clé de jambe où tu plies ton adversaire en deux. C'est très intéressant comme soumission. Elle a déjà été mise plusieurs fois à l'UFC. Mais bon, lui, il fait partie, enfin plusieurs fois. Non, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Il fait partie de ceux qui l'ont mis. Bah, t'as lui et t'as Zabit, justement, on en parlait il y a pas longtemps là, de Zabit, Magomed Sharipov qui l'avait fait aussi. Mais je crois que c'est lui le premier à l'avoir fait d'ailleurs à l'UFC, si je ne me trompe pas. C'est possible. Ouais, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est lui qui l'avait fait en premier. Et sinon, il est capable de prendre le dos éclair, quoi. Comme il avait fait à Sandhagen dès le début du combat. Puis il passe dans le dos, il rentre de debout. Et il vient prendre son étranglement arrière. Très, très fort en étranglement arrière. Vraiment, pour le coup, c'est sa grosse force, c'est ça. Encore une fois, un chemin vers le dos et derrière, il part en étranglement. Ouais. Mais tu peux défendre. Petr Yan a réussi à défendre. Donc, c'est possible. Ouais, Cerudo aussi a réussi à défendre. Cerudo, il a défendu le dos, carrément. Même pas l'étranglement, il a défendu le dos. Donc ouais, un excellent sol. Vraiment un excellent sol en continuité de sa lutte. Ouais. Non, mais même sur le dos, alors, il travaille de moins en moins sur le dos, j'ai l'impression. Oui. Il remonte maintenant en lutte. Et parce qu'il sait que quand tu es au-dessus, c'est là où si tu vas à la décision, c'est là où tu gagnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est stratégiquement, c'est plus intéressant d'être au-dessus que d'être en dessous. Ouais, mais plus maintenant. Avec le nouveau règlement, c'est plus le cas. Avant, oui. Avant la top position, tu gagnais le round à coup sûr, tu vois. Maintenant, si on se base sur la dangerosité, ne serait-ce que sur les soumissions, par exemple, parce que en fait, c'est là que au sol, c'est ça qui va compter. En plus des frappes, ça va être les tentatives de soumission. Et on sait que sur le dos, en tout cas en garde fermée, c'est là où tu peux en tenter le plus. Oui, bien sûr. Mais tu as quand même la notion de dégâts, et quand tu es au-dessus, tu crées souvent plus de dégâts quand tu es en dessous. Les frappes en dessous sont toujours sous-cotées par rapport aux frappes du dessus. Tu vois, c'est toujours le cas, quel que soit le règlement, quelle que soit la manière de juger. C'est toujours mieux vu de frapper quand tu es au-dessus que quand tu es en dessous. Tu vois. Donc c'est quand même, ça restera toujours plus intéressant d'être au-dessus. Je pense, quelle que soit la manière de juger le combat, en fait, tout simplement. C'est bon, on a fait le tour pour lui. Donc, Monsieur O'Malley. Donc, moi, je pense aussi qu'il a un très bon grappling. Il a vraiment un très bon grappling, même si on n'a pas souvent l'occasion de le voir dans la cage, parce que tout simplement, il n'y a pas d'intérêt à aller au sol, puisqu'il est tellement bon debout que tu vois, ça fait partie de ces personnes qui n'ont pas cette obligation d'y aller. Donc, il recompose parfaitement sa garde quand il est amené au sol. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On en a déjà parlé. Il est très explosif pour se relever. Bien qu'il soit longiligne et qu'il soit grand, il est très explosif pour se relever. Et pas forcément, tu sais, dans la douleur où tu sais, il va être encore en contact, où la personne va encore le ceinturer. Il arrive à créer le petit moment où il va pouvoir s'exfiltrer, tu sais.
très rapidement. Boum, il va mettre un upkick, puis il va s'exfiltrer, il va remonter très vite sur ses pieds. Il est très, très explosif, mais comme dans sa boxe, finalement. Tu sais, il est monté sur ressort. Donc voilà. Et quand il peut partir, bah, on l'a dit tout à l'heure, en scramble pour se relever, ça lui fait pas peur. Il a une bonne gestion de son être dans l'espace. Enfin, tu sais, ce qui est dur quand tu fais du grappling, c'est de savoir où tu es, quelle que soit la situation. Quand que ça roule, en fait, c'est ça le plus dur. C'est de savoir où tu es pour pouvoir réagir, quelle que soit la situation. Alors, c'est facile quand tu es sur une phase où tu es, comment dire, où tu es dans un plan fixe, où tu vas remonter, bras sous l'aisselle, tu vas venir. Mais quand ça commence à rouler et que ça commence à prendre du rythme, tu sais, où quelqu'un va essayer de t'attaquer le dos et que ça va tourner, et puis que tu vas pouvoir casser à un moment, tu vas sentir le moment où il faut que tu casses la rotation pour pouvoir revenir face à ton adversaire ou te mettre juste perpendiculaire à lui pour que derrière, il ne puisse pas te prendre le dos et finaliser le dos. Tu vois, c'est tous ces moments-là, ou même dans la rotation, ne pas laisser ta jambe entre les jambes de ton adversaire pour éviter qu'elle soit attaquée, mais la sortir pour te mettre en leg drag. Et enfin, tu vois, c'est tous ces moments-là que tu sens au fur et à mesure de ta pratique. Plus tu évolues dans le niveau et plus tu sens ces moments-là. Tu vois, et tu sens que lui, ça va, c'est géré par lui. Ah, bah, de toute façon, il kiffe le grapp. Hein. Il combat en grappling, il fait des compètes de grappling. Ouais. Donc c'est. Non, c'est un très bon grappleur. C'est un très bon grappleur. Il va pas être en panique tout de suite s'il se retrouve au sol avec. Moi, en fait, j'aurais presque même pas peur en fait s'il se fait amener au sol et qu'il tire tout de suite la garde, tu vois. Limite, il accepte de tomber. Mais c'est dans les phases de scramble où pour moi c'est dangereux. Tu sais, où tu essayes de te relever, ou alors avec le body lock et tout, là c'est tendu. Parce que là, la différence physique, elle compte vraiment. Alors que s'il est sur le dos, il prend Sterling dans sa garde, en vrai, ça va. Même s'il n'arrive pas à se relever, je ne le vois pas le soumettre non plus, mais je vois pas Sterling créer du dégât. Je le vois gérer. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas aussi clair que ça. En fait, là, on est dans la phase où je te dis c'est pas aussi clair que ça parce que son grappling est bon. Son grappling est bon. Et il peut faire un game plan, et je pense qu'il est suffisamment intelligent avec ses coachs pour faire un game plan pour minimiser l'impact du sol de Sterling. Et tu vois, temporiser. Son coach Tanquinho, ouais. il a déjà affronté Sterling à l'UFC. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Donc effectivement, donc il a des tips, vraies données. Des vraies données. Il a un vrai ressenti sur lui, tu vois, sur sa puissance, sur tout ça. Même si ça a dû évoluer avec le temps, mais bon, il a l'œil pour pouvoir. Il a l'œil pour pouvoir justement faire en sorte de décrypter tout ça, quoi. Tu vois, parce que c'est pas non plus Tanquinho, c'est ne pas confondre avec Toquinho, parce qu'il y a Tanquinho et Toquinho. Toquinho, c'est Rosimar Parales, celui qui repart avec des jambes chez lui. Et Tanquinho, c'est le coach de sol de O'Malley. C'est deux choses différentes. Donc si vous ne le savez pas, il y a les deux. Faut pas confondre l'autre. Faut pas confondre l'un avec l'autre. Et c'est quelqu'un qui est un vétéran du jiu-jitsu brésilien, enfin, tu vois, et même du MMA. Enfin, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience. Il n'y a pas si longtemps que ça, il combattait encore. Et c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui sait de quoi il parle et qui sait mettre un game plan en place, surtout s'il a vécu justement une expérience avec l'adversaire. Donc c'est pour ça, moi, je te dis, hein, c'est compliqué. C'est compliqué sur cet élément-là. C'est-à-dire que, pour moi, si on a fait le tour sur le sol d'O'Malley. Un dernier point. En fait, Sterling, c'est la première fois qu'il affronte un mec aussi grand, tu vois. Oui. Et prendre le dos et tout sur des petits, c'est relou de ouf. Tu le sais de toute façon, c'est petit, c'est trapu. Et il y arrive. Je me dis, en fait, pour moi, le jeu qu'il met en place, c'est le physique d'O'Malley, c'est cadeau pour lui. En fait. Alors, on va nuancer. Je suis d'accord avec toi. Prendre le dos sur quelqu'un qui est plus petit, c'est plus facile, pas trop petit non plus. C'est plus dur. Pas trop. C'est plus dur.
Oui, voilà, non, oui, t'as raison. Non, c'est plus dur, oui, effectivement. Mais alors, parce que justement, si c'est pour ça que je disais plus facile, pas trop petit non plus, parce que quand tu vois Cerudo, il extrait ses jambes plus facilement. Effectivement, t'as dit l'inverse. Mais contre quelqu'un qui est très grand, c'est pas forcément toujours simple non plus, dans le sens où bon après il a les bras pour, lui il a les segments pour. Mais tu vois, si jamais t'as pas les segments pour, en fait, quand tu dois venir chercher la seat belt et que tu dois venir, tu sais, prendre le contrôle, tu sais, Ouais, du haut mais du corps de l'adversaire. 10 Non, ils ont deux. cm, c'est ça, hein. Oui, 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 non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais des fois, et surtout qu'ils ont en termes d'allonge, ils ont à peu près la même chose. Mais ça peut être compliqué des fois. Tu vois, c'est-à-dire que le temps que tu ailles chercher là-bas la seat belt, tu sais, tu vois ce que je veux dire, ça laisse un temps à l'adversaire pour essayer de se glisser. Après, il y a un autre truc, c'est que quand ton adversaire, et ça tu seras d'accord avec moi, est fin, est très fin, comme c'est le cas quand même d'O'Malley. Tu vois, il est longiligne, mais il est fin, il a des segments fins et tout ça. Ça se glisse plus facilement. T'as plus de mal à les contrôler que quelqu'un justement qui sera plus trapu ou quand tes jambes elles sont autour, tu sais que tu serres quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Quand tes bras et tes jambes sont autour. Quand le mec il est un peu plus fin, il a plus de facilité à s'extraire, à se glisser, à s'échapper. Tu vois? Ouais, mais bon, une fois que le triangle de corps est fermé. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est vrai que quelqu'un de fin, c'est plus difficile à contrôler quand t'es dans le dos. Ouais. Mais même quelle que soit la position en fait, parce qu'il y a des espaces qui sont créés naturellement en fait. Donc, euh, donc ouais, non, c'est vraiment, voilà, moi je suis pas, je pense encore Écoute, une fois, et je le au dis, sol, Sterling, on peut donner l'avantage à Sterling. on est d'accord, Parce qu'il on a est prouvé d'accord, de toute façon. En fait, il y a ça. Il y a une inconnue du côté d'O'Malley. c'est ça, Et en fait, là tu paries, entre guillemets, sur l'inconnu. ouais. Mais moi, je veux du factuel, monsieur. Là, on a un mec qui est en train de fumer toute la KT et qui prend tous les meilleurs. Il Ouais, arrive à imposer son jeu à tous les meilleurs. ouais. Je suis obligé de le mettre devant. En tout cas, là, bon, pour le sol, on est d'accord, il est devant. Donc, Après, il est meilleur en lutte, il est meilleur au sol. ouais. On a O'Malley qui est meilleur en striking. Après, encore une fois, et ça j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts sur Sterling, j'aurais bien voulu voir le combat contre Sandhagen durer. Parce que là, il arrive, il passe dans le dos en 30 secondes, c'est le début de combat, il a réussi à le piéger, Mais patati patala. il avait qu'à défendre le dos. Ah, vas-y, c'est bon, hein, il avait qu'à défendre le dos. Tu sais très bien comment c'est. Quand c'est le début du combat, tu On va le sais, t'es pas revoir. Ah encore non, non, dedans. on va pas le revoir. Parce qu'on n'a pas précisé, Il, mais c'est le dernier combat de Sterling dans cette catégorie. Victoire ou défaite. oui, il monte après. Il monte après. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le début de combat, tout le monde peut se faire choper sur un truc. T'es pas encore dedans, tu viens de sortir du vestiaire, t'es là, t'es un peu. Tu sais, tu fais une erreur et elle a été exploitée. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aurais bien voulu voir le combat durer contre Sandhagen. Et ça nous aurait donné peut-être plus d'indications pour ce combat contre O'Malley si le combat contre Sandhagen avait duré. Clairement, parce que pour moi, Sandhagen, c'est un des mecs qui a le style le plus proche, même si c'est pas vraiment comparable. Mais en tout cas, il apporte des dangers similaires à ceux de O'Malley. Ouais. Donc en fait, on a deux inconnus. Parce que finalement, Sterling a affronté des formes de corps On n'a pas deux inconnus, hein. habituelles. On a un Sandhagen qui se fait prendre le dos en 30 secondes. Voilà, c'est tout. On a une réponse. Ouais, non, non, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Mais bon, avoue quand même que c'est une erreur qui peut arriver Ah à non, c'est n'importe sûr. qui en début de combat. Tu refais le Tu vois, combat 10 fois, ça se repasse pas, ça se passe qu'une ça se fois. repasse pas. Ça se passe qu'une fois. Donc effectivement, il se fait prendre le dos, mais c'est pas non plus significatif, quoi. Tu sais, c'est ce genre de victoire. C'est comme Connor contre José Aldo, tu vois. Même s'il l'a prévu, que tu vois dans le vestiaire qu'il le répète, il a une chance sur deux pour que José Aldo vienne s'empaler sur son point parce que voilà. C'est un truc, tu dis, je l'ai tellement provoqué que ça Mm. peut arriver. Mais si le mec rentre pas, que finalement au dernier moment il reste focus et qu'il te rentre pas dedans, bah, ça n'arrive pas. Tu vois, et le combat dure et tu sais pas comment il se termine. Ouais. Tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà. Et après, effectivement, sur le sol d'O'Malley et sur la lutte d'O'Malley, non, parce que ça, on l'a vu, mais sur le sol véritable d'O'Malley, on l'a jamais vu non plus
du fait qu'il a affronté que des peintres au début et que là, le seul gros client qu'il a eu, c'est Petr Yan. Finalement, regarde, contre Petr Yan, tout le monde disait il va se faire défoncer. Il n'a pas affronté que des peintres. Hein. Vera, c'est solide. Non, oui, ouais. Oui, non, mais Almeida, c'est pas dégueu. Hein. c'est pas dégueu, mais c'est pas l'élite. Ah non, c'est pas l'élite. Non, Ah c'est pas oui, l'élite. c'est pas l'élite. Donc oui, non, c'est pas dégueu, mais il lui a roulé dessus. Il lui a roulé dessus. Très clairement, il lui a roulé dessus. Ah oui, Tu non, vois? ah oui, il n'y a pas photo. Ah oui. Mais J'ai de pas toute revu façon, le combat contre Marlon Vera. il a été préservé pendant le début de sa carrière. Enfin, c'est lui-même qui ne voulait pas combattre des mecs classés tant que son salaire n'augmentait pas. C'était à Oui. sa demande. Hein. C'est lui qui voulait, parce que Oui, l'UFC voulait le faire monter depuis bien longtemps. oui, bien sûr. Il voulait pas prendre de risques à prendre des mecs trop chauds alors qu'ils se jugeaient mal payés. Ouais. Ah, et une bonne gestion de carrière. Bonne gestion de carrière. En sachant qu'il n'a pas besoin d'argent parce qu'en plus, c'est un streamer qui gagne très bien sa vie. Il est Parce que millionnaire déjà. ses revenus viennent du streaming, lui. Donc bon. En tout cas, il y a une grosse inconnue là-dessus. Et c'est vrai que c'est ça qui me perturbe un petit peu. Qui me perturbe dans mon pronostic. C'est pas aussi clair qu'on pourrait le croire. Enfin, tu vois, tu peux jouer le truc, voilà, c'est factuel, c'est comme ça, mais quoi qu'il arrive, tant que il sera pas testé par un vrai mec qui fait de la lutte et qui fait du sol, on peut pas savoir parce que ça reste du MMA. Et le MMA, c'est complet et il faut pas minimiser sa boxe. Parce que dans ce cas-là, Adesanya, tu prends Paulo Costa, il lui aurait roulé dessus. Tu vois, si on suit ta logique, Paulo Costa roule sur Adesanya tous les jours. Non. Pourquoi? Parce que déjà, meilleur mec, meilleur jiu-jitsu héros. Parce que sûrement plus puissant en lutte, enfin meilleur lutteur qu'Adesanya, tu vois. Sur le papier, il avait des armes en lutte et au sol qui étaient bien meilleures que celles d'Adesanya. Ah, mais il avait bu une Selon bouteille de vin la veille. c'est ça, c'est tout le problème. Ah, Ouais. mais tu sais pas ce que va faire Sterling, tu sais, le roi du dance floor dans les boîtes de nuit, tu vois. On sait pas, c'est pas. Non, mais tu vois, si tu suis la logique, Adesanya, il y a plein de mecs qui auraient dû lui rouler dessus, alors. Si tu suis cette logique. Mais sa boxe est tellement propre, tellement belle, ses Non, je suis feintes et tout désolé, il ça. n'y a pas que sa boxe. Sa défense de lutte, elle est excellente, il y a des années. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais celle d'O'Malley, elle est pas si dégueulasse que ça. Que tu voudrais l'entendre. En fait, toi, tu maximises la défense l'attaque de Sterling par rapport à la défense d'O'Malley. Que tu minimises énormément. C'est pas que je la minimise, non, tu me fais dire ce que j'ai pas dit. Il a une bonne Si, je te fais dire défense. ce que tu as dit. Non, non, je vois Sterling le dominer, oui. Oui, je vois Sterling le dominer en lutte. Ouais. Bah, moi aussi, hein. Mais bon, on sait jamais. La boxe, les déplacements Et puis quand Sterling d'O'Malley. l'aura dominé en lutte, Dvalishvili, là, il va le dominer en lutte aussi. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Non mais de Vallée-Julie, c'est encore une autre histoire. Mais là, c'est pas ça qu'on est en train de parler. On parle pas Ouais, d'eux. non, mais Non. en fait, je te dis que l'élite en lutte de cette caté le battra toujours dans ce domaine. Ah, mais Vallée-Julie, Après, c'est encore autre chose que Sterling. il a toujours une carte. Il peut t'éteindre sur un coup. C'est sûr qu'il peut t'éteindre sur un coup. Tu fais 10 combats, il va trouver une ouverture, tu vois, et peut-être que ça sera ce jour-là. Mais, en règle générale, pour moi, il va se faire dominer en lutte. Vous voyez comme il est en train de mettre un garde-fou? C'est ça qui est en train de se passer là. Sur 10 combats, et ça sera peut-être celui-là. Ah non, Il mais peut éteindre ce truc. c'est la vérité. C'est la vérité. Écoute, on verra. De toute façon, on aura vite la réponse. Les à côté, donc on en a parlé tout à l'heure. Sterling ne voulait pas faire le combat aussitôt, tout simplement parce que fatigué. En plus, je crois qu'il était blessé aussi suite à son combat contre Cerudo. Et donc, il voulait quelques mois supplémentaires. Surtout que, on l'a dit au début, ça fait partie des gens qui défendent le plus sa ceinture en termes de fréquence à l'année, quoi. Quand on regarde, on l'a analysé un nombre incalculable de fois ces derniers temps. Sterling, il a enchaîné Yann, Yann, Dillashaw. non, Yann, Yann, mais entre-temps, il y a eu l'opération et tout, donc il y a une coupure. Tu vois, je te parle oui, d'enchaînement. Il y a eu ouais. Yann, il y a eu Dillashaw, il y a eu Cerudo, et Et là, il là. va y avoir Sterling. O'Malley.
Il me semble qu'il y en a eu un autre, non? Attends, je vais te dire ça. On va demander à Non, notre non, non. ami Non, non, c'est ça. Aljamain Sterling. Sherdog nous répondra. Sherdog est notre ami. Et quand on Non, a c'est la chance ça. de l'avoir sous les yeux, presque sous les yeux, ça y est, on y est. Tic, tic, tic. C'est Yann. Il a fait, oh, tout accepté, allez. Cerudo, Dillashaw, Petroyan. En sachant que donc, il a fait Petroyan en 2022, en avril 2022, octobre 2022, il a fait Dillashaw, et mai 2023, il a fait Cerudo. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois. Octobre, novembre, décembre, Il combat tous les janvier, 6 mois. février, mars, avril, mai. 8 mois. Ah, ouais, 8 mois. Ouais, c'est pas si 6 mois, 8 mois. C'est pas. Non, ça va en fait. Hein. Cerudo, c'était 8 mois? Bah, d'octobre à mai, ouais, effectivement, c'est pas si proche que ça. Hein. Ah non, ça va. Ah ouais, non, on est en train de dire une connerie en fait. Non, c'est pas si proche que ça. Par contre, là, mai, juin, juillet, août, 3 mois, ça par contre, c'est du foutage de gueule. En fait, c'est ça le gros problème. C'est pas finalement, c'est pas la fréquence Attends. entre les. Cerudo, c'était quand? C'était le 6 mai Ah, 2023. voilà. Donc là, C'est il ça. enchaîne. Là. Là, il enchaîne. En fait, c'est que là où il enchaîne. Parce que sinon, non, il avait entre 6 et 8 mois entre chaque combat. Mais ce qui est peu pour un champion. Enfin, ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Non, mais c'est C'est- normal. C'est ce que je dis. C'est pas choquant. C'est normal. Non, non, Tu c'est vois. bien. Enfin, c'est même très bien de nos jours. Hein. Quand on voit des champions qui combattent qu'une fois par an, Oui. c'est très bien. Ouais, ouais. C'est un Mais champion là, actif. 3 mois, effectivement, ça fait peu. Non, mais Dana White, il veut le descendre. Ouais. En plus, il avait dit au micro Sterling que il n'avait pas le Dana White privilège en référence à Covington, qui avait le title Ouais. shot alors qu'il n'a pas combattu depuis je sais pas combien de temps. Et je pense que ça a vexé tonton White. Tonton White. Qui n'est pas si white que ça, d'ailleurs. On en parlera Dans l'UFC, on l'actu. en parlera dans l'actu. Ils sont pas si white que ça. Donc ouais. Ouais. En tout cas, voilà. Et l'autre grosse inconnue, par contre, c'est de savoir si, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si O'Malley va tenir en termes de cardio sur 5 rounds hein, le rythme donné par Sterling. Ouais. Ouais, parce que Sterling, pour le coup, là, on l'a vu hein, sur 5 ans. On l'a vu contre Yann, on l'a vu contre Cerudo. Enfin, on sait qu'il tient les 5 rounds. Ouais, parce qu'O'Malley, quand est-ce qu'il a fait un 5 rounds? Mais jamais. Bah ouais. Et ouais, ouais. Et oui, parce que là, il a fait 3 rounds contre Yann, il a fait 2 rounds contre Munoz, et il y a eu un no-contest. Il Il a a jamais fait fini au 5 rounds. premier round, troisième round contre Moutinho, Almeida, troisième round. Non, il a jamais fait 5 rounds. Il a jamais fait 5 rounds. Et rien que ça, tu vois, faire ton premier 5 rounds sur un combat pour le titre, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ça, c'est la grosse inconnue. Et c'est là où je te rejoins, par contre, que si le rythme de takedown, de tentative de takedown par Sterling, elle est comment dire, inarrêtée justement sur 3, 4, 5 rounds, c'est de savoir est-ce qu'il va tenir le choc. En boxe, je pense qu'il tient. Il tient large les 5 rounds. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il est harcelé de takedown sur 5 rounds, c'est là où. Ouais, en boxe, il tient large et je suis même sûr que même fatigué, il reste ultra dangereux en boxe. Oui. Parce qu'il a ce relâchement, il a ce. Tu vois, ça fait partie de lui. La boxe, il n'y a pas de souci. Même fatigué, il sera dangereux. Ah ouais, non, mais c'est pas une boxe qui est énergivore, tu vois. C'est pas une boxe énergivore. Non, il est. Ouais. Alors, on va pas parler de game plan parce que game plan, finalement, ils vont faire tous les deux ce qui est le mieux pour eux. Mais quels sont les petits ajustements? C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'il faudrait qu'on fasse plus que de parler de game plan. Les ajustements, je te dis ça, j'y ai pas réfléchi. Hein. Je viens d'y penser. Je me dis, tiens, c'est pas con de faire ça de l'un comme l'autre pour battre l'un et l'autre. Tu vois?
en commençant par Sterling. Les petits ajustements pour justement contrer la boxe d'O'Malley par rapport à d'habitude. Pour moi, il doit rien changer, Sterling. Lui, pour le coup, il doit rien changer. Il doit mettre la marche avant, faire ses mouvements un peu bizarres et shooter dès qu'il en a l'occasion. Pour moi, c'est vraiment ça. Lui, c'est dans les deux parties, pour moi, c'est celui qui a vraiment le moins d'adaptation à faire. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, mais avec je pense, un peu plus quand même de tentatives de takedown qu'habituellement. Ouais, plutôt. Ouais. C'est que vraiment, dès qu'il a l'occasion, là, il doit shooter. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, c'est ça. Et pour O'Malley? Pour O'Malley, c'est l'inverse. Ça veut dire que pour moi, il doit lui mettre la marche avant très tôt. Pour moi, faut pas qu'il recule. Tu vois, en fait, on aurait tendance à lui dire de jouer la distance, d'essayer de jouer. Mais pour moi, la distance, il la casse trop bien, Sterling. C'est son jeu. Moi, je rajouterais dans sa panoplie quelques coups de genou parce qu'il a de la longe, parce qu'il pourrait les mettre. Donc, en plus du front kick, mettre effectivement sortir les genoux, venir créer la menace là-dessus avec les genoux. Et Les uppercuts, ouais. toutes les armes de bas vers le haut, mais pour moi, faut qu'il avance. Faut qu'il mette la pression. On le sait de toute façon. C'est beaucoup plus difficile de shooter pour un lutteur quand il recule plutôt que quand il avance. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Et en termes de défense en lutte, donc déjà, je ferai en sorte de maximiser toutes les défenses pour pas me retrouver dos à Sterling. Donc venir bras sous l'aisselle, tu sais, dès qu'il vient, tu vois, soit sprawler, soit venir, tu sais, mettre le petit coup de hanche, bras sous l'aisselle et surtout pas donner le dos. C'est-à-dire que t'as des, même quand il passe derrière, tu sais, comment dire, quand il commence à passer derrière, tu as le truc, normalement, c'est de passer ton bras et de revenir justement, de donner le dos et après d'essayer de rentrer ton coude à l'intérieur pour revenir mettre le bras sous l'aisselle. Là, moi, directement, j'essaierai de venir chercher plus sur des systèmes d'un petit peu de arm drag, tu sais, pour justement faire en sorte de garder l'adversaire face, tu sais, plutôt que justement de donner le dos, tu sais, de venir et d'essayer de casser, de mettre un petit arm drag pour casser le truc, casser le fait de venir dans le dos. Et je travaillerai à fond mes défenses du dos. Forcément, bah, tu sais qu'elles sont là, donc tu fais en sorte de toute façon dans ta boxe de travailler sur les déplacements déjà, de vraiment travailler dans les déplacements et de travailler tes armes anti-lutte en boxe, genoux, uppercut effectivement, mais surtout les genoux, parce que je pense qu'il doit rester sur son schéma de jab et de direct, tu vois ce que je veux dire, et d'avoir ses front kicks remontants type Mike Guerry et ses genoux, de travailler sur les déplacements, c'est-à-dire de pas faire des enchaînements trop longs. Et c'est pas le cas d'O'Malley en plus de ça, parce que quand tu rentres dans un enchaînement trop long, c'est là où tu vas te faire shooter. Donc vraiment travailler, d'être très actif sur casser le rythme justement et de partir dans un sens dans l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je viendrai beaucoup taper les jambes aussi, tout simplement. Surtout low kick intérieur. Tu vois, pour ouvrir en fait, Sterling et l'empêcher de venir te shooter. Tu sais, quand tu viens, pam, un petit low kick intérieur, très bas, juste histoire d'ouvrir la jambe, parce que quand t'as pas ta jambe avant pour shooter, tu shootes pas. Donc voilà. Je travaillerai beaucoup en fait sur toutes les armes qui permettent en fait de faire en sorte qu'ils puissent pas venir te shooter. En fait, que tu puisses pas que tu le démobilises dans sa garde de lutteur, tu vois. Ça serait vraiment ça. Et après, une fois que tu es amené au sol, bon, bah, je maximiserai sur ça, quoi. Sur le fait de rester face ou de défendre le dos, défendre les étranglements. J'en boufferai pour revenir, en fait, revenir face à l'adversaire et se relever, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Ne pas chercher forcément des sorties propres, mais des trucs où tu reviens face à ton adversaire. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le petit moment, le petit coup de hanche, surtout que ce que je disais tout à l'heure, c'est comme il est fin. Tu sais, le fait de se glisser comme ça, de revenir bien le coude entre les deux et de revenir face, c'est vraiment ce genre de choses qui passe bien. Tu vois. Non, mais Donc, je pense qu'il peut le faire au début. Avant que la pression physique, elle le broie.
Ouais. Non, mais je suis d'accord. Sauf si il arrive quand même à garder son adversaire debout un maximum. Dans ce cas-là, il y a plus là, tu pars dans un. En fait, dans ton analyse, pour ton pronostic, tu estimes qu'il va être dans la souffrance sur 5 rounds où il va se faire amener systématiquement 1 à 2 fois, voire 3 dans chaque round, tu vois. Ah, moi, je pense qu'il suffira pas de. Enfin, une ou deux fois, ça suffira pour moi. J'ai Ouais. beaucoup de mal à le voir se relever. Écoute, on va voir. Je sais pas. Moi, en fait, j'en sais rien. Tu vois, vraiment, je sais pas. C'est une des rares fois où je me dis, je sais pas parce qu'on n'a pas vu. Parce on l'a jamais vu dans la situation. Tu sais, ça se trouve, il a ça dans sa besace et il a les formes de corps, il a le corps, tu vois, il a ce relâchement. En fait, ce qu'il y a, c'est que, voilà, je crois que c'est ça aussi. C'est comme il est relâché en boxe, il est relâché en lutte, il est relâché au sol. Et quand tu es relâché, que tu paniques pas, eh ben, tu as plus d'opportunités de sortir. Tu vois, tu paniques pas, tu es plus clair dans ta tête et tu as plus la possibilité de sortir. Là où si tu es tendu, si tu es crispé, là, tu vas te faire niquer. Tu vas te faire amener au sol, tu vas te faire prendre le dos, tu vas te faire étrangler parce que tu es crispé, parce que t'es pas dans le relâchement. Tu vois. Et je le vois relâcher, moi. Je le vois détendre axe. Ouais. Bon, après, moi aussi, je suis détendu au sol. C'est pas Toi, pour t'es autant. détendu au sol, toi? Bien sûr, c'est pas pour autant que Sterling, il va pas me prendre le dos. Tu te sous-estimes, mon cher Rolly. Non, mais t'es pas détendu, toi. Toi, t'es une brique. C'est la brique, tu sais, la brique de lait. On a tourné ce soir, on a été à un open mat. Une brique. D'ailleurs, un petit big up à la team TFF? TFF. TFF, The Full Force. The Full Force. Nouveau club de Monsieur Loïc Pora qui avait fermé le Platinium parce que souci surtout de voisinage, d'après ce que j'ai compris, parce sa salle était en dessous justement d'un bâtiment d'habitation et il avait beaucoup de plaintes et tout ça. Donc là, il est dans une nouvelle salle qui est 7 bis rue du Chevaleret, Ouais. métro Métro France, bibliothèque, ouais, bibliothèque, François bibliothèque François Mitterrand. Mitterrand, exactement. Sortie une, tu sais le mec. Ouais, pas mal le et, club, hein. Beau et gosse, la hein. salle, elle est très belle. Donc là, il y a open mat tout, jusqu'à fin août, tous les soirs en loot à livrer, donc en grappling, de 19 à 20h30. Et belle salle, tapis blanc, des bouts de murs de cage pour protéger les fenêtres. Mais donc, tu as, le travail à la cage. Le plafond avec des poutres en bois, enfin apparentes, enfin poutres en bois massives, tu vois, mais tu as ce contraste entre le bois là-haut et le tapis blanc en bas. Il va y avoir petite box, enfin tu sais, un petit coin muscu type CrossFit sur le côté, des sacs qui vont arriver, franchement pas mal, des grands vestiaires. Non, non, c'est une super Ouais. salle. Donc si jamais vous êtes dans le coin et si jamais vous cherchez des open mat là jusqu'à la fin août, en tout cas, il y a la TFF du lundi au vendredi, 19-20h30. Franchement pas mal. Donc on était Ouais. là-bas ce soir. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, tu sais, des automatismes, tu sais, de ta gestion dans l'espace, tu sais, quand ça tourne. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec un des mecs, tu sais, qui me disait qu'à Nice, arrivait le renverser et tout ça, qui savait pas toujours dans ces situations-là comment se placer. Et on a parlé de ça, en fait, qu'avec le temps, tu sens quand la personne va faire son action et que d'un point de vue proactif, tu vas juste faire un petit ajustement, un petit changement qui va en fait annihiler son action avant même qu'elle démarre véritablement. Mm. Tu sais, un bras sous l'aisselle, boum, tu vas mettre ton bras en fait de l'autre côté des jambes, tu vois, pour casser son bras. Il va venir, il va essayer de rentrer, clac, tu vas mettre un petit coup de hanche. Tu vois, que des petites choses comme ça, un petit changement de position, un petit ajustement qui fait que derrière Ça la change personne, tout. ça change tout. Ça change tout. Et donc, on parlait de tout ça, quoi. De la jambe, comme je disais, la jambe qui traîne pas à l'intérieur quand tu pars quand la personne s'enroule avec toi, tu sais, où tu vas ressortir ta jambe, ton bras il va être bien positionné. En fait, tu vas accompagner correctement avec lucidité l'adversaire pour être encore dans une position efficace en fait derrière, quoi. Donc c'est marrant qu'on en parle pour ce podcast-là parce que j'en parlais tout à l'heure avec un des mecs de l'Open Mat. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la fin avant de passer au pronostic. Bah écoute, moi, Sterling, hein. Pour moi, Sterling par soumission. Je m'en serais pas douté. Ouais, je pense que tout le monde l'a compris. Pour moi, il va le Quand? soumettre.
Il va le soumettre et je pense assez tôt. Je dirais maximum. Je vais pas donner de round précis, je vais dire un maximum. Pour moi, ça dépasse pas le troisième. Ok, ok. Écoute, je vais pas être aussi clair que toi, enfin clair, tu sais, aussi tranché que toi. Je vais fonctionner par pourcentage. Je vois Sterling aussi par soumission entre 60 et 70%. Ah, c'est Je- beaucoup quand même, hein. Ben, Ouais, finalement, non, mais on est assez d'accord, hein. non, non, Parce que, on est assez d'accord. parce que moi, c'est en termes de pourcentage, j'en suis à peu près sur ça, hein. Un peu plus. Je dirais 80-20. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure, 80-20. Donc, soumission, et j'ai même été jusqu'à dire. Alors, tu vois, je vais me raviser, j'avais dit rear naked choke, mais on en parlait tout à l'heure. Je crois en la clé de talon. Je sais pas pourquoi. Il fait des clés de talon, il attaque les jambes et tout ça, et je sais qu'il est sensible aux clés de talon. On le sait, il a des problèmes de genoux. T'en parlais tout à l'heure. La clé de talon pourrait être une solution, surtout comme il défend sa garde. Tu vois, il se met sur le dos et tout ça. Un bon positionnement, une bonne clé de talon, en sachant que Sterling s'en fout en fait d'être en dessous ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, je sais pas pourquoi. Je peux le sentir, mais toi, tu dis que ça dépasse pas le troisième. Moi, j'avais mis quatrième. J'avais mis quatrième. Ok. Maintenant, faut voir, hein. C'est après, c'est voilà. En vrai, troisième, quatrième, deuxième. Celui qui aura mis la pièce sur le bon truc. Et sinon, je vois O'Malley, mais je suis partagé. Je suis très partagé. Je ne sais pas s'il est en capacité de le mettre KO. Mais tu vois, Mmh. j'avais dit décision, mais je vais me raviser. Ouais, je pense que voilà, c'est ça. S'il gagne, c'est par KO. Ça sera pas par. Si ça va à la décision, je pense que ça sera un Sterling qui gagnera. Je mettrai O'Malley par KO. Mais alors là, voilà, c'est dans les 30 à 40% qui restent. Euh, troisième, troisième round. Ah ouais, ok. Ah, pour moi, s'il le met KO, c'est plus tôt. Il met du temps à mettre KO. En fait, je serais d'accord avec toi si on avait l'habitude de le voir mettre des KO au premier round, tu vois. Mais en général, c'est quand même dans le deuxième, troisième round où il commence. En fait, il vient, il a du punch, mais il a quand même besoin d'attendrir la viande d'abord, tu vois. Hmm. Je dis pas qu'il est pas capable de le faire, mais il a quand même besoin d'attendrir la viande. Donc, je verrais un troisième round. Je dis pas qu'il serait pas en survie tu sais, sur des phases dans les premiers rounds, mais qu'il arriverait à trouver le chemin vers le troisième. Ok, De toute façon, on va vite le savoir. On va ouais. vite le savoir. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a le même pronostic, c'est tout. Oui, oui. Tu te mets juste des petites sécu de côté, mais on a le même prono. Non, mais Sterling vainqueur. je me mets des sécu parce que je pense qu'elles sont nécessaires. Parce que je pense que justement, on voit trop. En fait, le truc, c'est que ça va être binaire. Tu y en a qui vont voir O'Malley vainqueur parce que voilà, ils se disent Sterling, il l'aime pas, ils pensent qu'il est sous-coté. Enfin, tu vois, il le sous-cote à mort et donc ils pensent que qu'O'Malley va le mettre KO facilement. T'en as comme toi qui vont être dithyrambiques en disant mais attends, il va lui mettre la main dessus, il a un physique de fou, il va lui rouler dessus et il va le soumettre comme il l'a fait pour beaucoup, ce qui est possible. Mais il y a quand même cet inconnu où et je le répéterai jamais assez, où on n'a pas encore vu O'Malley dans des phases de grappling, en tout cas être en. Et je pense que si on l'a pas vu, je pense que si on l'a pas vu, et je vais être très sincère, c'est parce que son footwork et sa boxe fait que ça doit pas être si facile que ça de l'amener au sol. Mais c'est que personne n'a vraiment tenté. Écoute, quand tu combats contre O'Malley, tu serais con de pas tenter. Quand tu es plus petit, ce qui est un Mais non, avantage en lutte, si t'es pas bon en lutte, pourquoi tu tenterais? tu vas me dire que toutes les personnes qui ont été face à lui n'étaient pas bons en lutte. Franchement, il a eu un chemin favorisé, hein. Il a eu un chemin favorisé, mais bon, quand même. Et en plus de ça, moi, je minimise pas son sol. Je pense qu'il peut créer des surprises. Pas soumettre, mais je pense que en termes de défense, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir défendre
défendre un Sterling qui soumet pas systématiquement. Il soumet pas systématiquement. Il a pas soumis Petr Yan. D'accord. Il a pas soumis Petr Yan. Il a pas soumis Cerudo. Il a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais on parle de l'élite. Mais Petr Yan, c'est pas l'élite au sol. Non, Petr Yan, c'est l'élite de la KT. Au moment où il le prend, le mec, on parle de lui comme s'il allait régner pendant 10 ans sur la KT. C'est vrai. Et Sterling, il a affronté les meilleurs. O'Malley, il a affronté personne. Yan. Et Yan, pas Yan le plus intelligent du circuit. Enfin, c'était déjà pas le plus intelligent du circuit Ouais, quand il était l'élite. Hein. Tu me dis ça, on a toujours dit qu'il était, voilà, il est très bon, mais il est un peu concon. Il est un peu concon, voilà. Il a pris un peu trop de coups. Tu vois, c'est un peu le problème. Non, mais pour moi, le seul test qu'il a eu, c'est Yan. Et c'est un combat ultra mitigé. Oui. Oui, non, je suis d'accord. De toute façon, je le répéterai jamais assez, on va vite être fixé. Bon, allez, on va pas tourner en rond, parce que là, on est en train de tourner en rond, on a répété 1000 fois la même chose, donc on s'excuse déjà d'avance, mais c'est parce que vraiment, c'est que ça a de l'importance. Si on en parle autant et qu'on débat autant dessus, c'est que ça a de l'importance, et c'est rare, justement, qu'on débatte autant sur un sujet, d'ailleurs. Enfin, tu sais qu'on essaie de se convaincre l'un l'autre. Mais on continuera à se convaincre hors antenne, parce que il nous reste encore quelques jours pour le faire. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Cliquez sur la cloche des notifications, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est parfait. On a repris encore quelques abonnés et tout. On arrivera aux 1000 abonnés dans à peu près 5 ans. En 2030. J'ai calculé, c'est vers 2030. La courbe veut que c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est extraordinaire à quel point on va vite dans les abonnés. Donc, on s'attendait pas à ça quand on a commencé il y a 10 ans. Donc voilà, n'hésitez pas. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!